tout ce qui m'a motivé depuis le début, c'est l'urgence. Parce que j'ai connu une campagne qui était encore très peu mécanisée. Je me souviens du premier tracteur, on l'entendait à des kilomètres à la ronde. La campagne était silencieuse. Et tout d'un coup, le bruit de la machine, ça sonnait fort autrefois, et bien, on l'entendait très loin. Et là, j'ai pris conscience tout d'un coup que ces attelages de bœufs que je voyais autour de moi dans la campagne, la ferme qui était juste à côté de la maison de mes parents, eh bien, il y avait les bœufs, il y avait tout se passait comme ça aurait pu se passer au Moyen-Âge. Et puis tout d'un coup, on voyait que tout était en train de basculer. Et j'ai eu conscience que non seulement les machines ou les objets étaient en train d'aller disparaître, mais que le vocabulaire technique qui les accompagne allait disparaître aussi, et tout un savoir. Moi, j'arrivais à la fin d'une période, vous comprenez, il y avait les derniers charrons, les derniers sabotiers, les derniers tonneliers, que sais-je encore. C'était les derniers, c'était l'occasion, il fallait la saisir. Il fallait aller vite, j'ai vraiment eu conscience qu'on était dans l'urgence. Ces objets, leurs propriétaires, ils tiennent quand même, ils tenaient. Vous n'avez pas eu du mal à les avoir ? Non, parce que tous ceux qui les ont donnés savaient que ça ne servirait plus. Et donc, que cela vienne dans un musée, c'était une façon de les conserver et de conserver la mémoire de ce qui avait été leur vie. Au contraire, moi, c'est souvent la réaction que j'ai eue. J'ai dit, à l'époque j'étais jeune. Quand vous avez un jeune qui n'a pas 30 ans et qui vient voir les gens et qui dit ça intéresse, il faut faire quelque chose là-dessus. J'étais ravi, au contraire. Bon, ça ne sera pas perdu. Mes héritiers ne mettront pas tout ça au feu. Parce que c'est quand même, ce sont des objets fragiles. Hein. Il n'y a pas eu des histoires d'argent ? Il y en a eu, comme toujours, il y en a eu, mais vous savez, finalement, c'est une chose qui m'a souvent touché, c'est que quelqu'un qui avait le réflexe de donner, parfois parce que d'autres lui faisaient un petit peu honte, lui disaient « Ah, mais tu aurais pu en tirer quelque chose », et puis finalement, ça leur déplaisait. Il fallait le donner. Le directeur des archives départementales que fut Jean Delmas pendant 40 ans, de 1968 à 2008, n'aurait pu rêver meilleur poste de guet que sa profession pour rapprocher, observer, étudier, apprivoiser les objets du patrimoine rouergat. Il n'entrait pour autant pas dans ses attributions de les recueillir à l'heure de leur retraite pour leur offrir l'asile d'un musée. Ce que je voyais dans les documents, j'avais envie aussi de le voir dans la réalité. Voilà. Et puis les gens ont très bien compris. Mes relations que j'ai eues avec les artisans par les archives, quand ils venaient demander des certificats de paiement de patente, ça se traduisait très souvent par « Ah, vous êtes sabotier, est-ce que je peux venir vous voir, vous interroger sur votre métier ?» Mais j'étais ravi, au contraire. Ils venaient pour la retraite, pour faire valoir leur droit à la retraite, et j'allais chez eux, et là, ils se disaient, il y a une autre façon de continuer mon métier. J'ai eu un moment le projet de faire une exposition qui serait consacrée à l'invention populaire. J'étais frappé de voir toutes les inventions qu'il pouvait y avoir. Il y a un chercheur d'un département voisin, avec lequel je travaille beaucoup d'ailleurs, et échange beaucoup, qui parle de l'oubiaïs. Ce qui m'intéresse, c'est l'oubiaïs, c'est-à-dire la façon de faire, le truc. Je prends le cas d'un sabotier, il y a des sabots par là. Je me souviens avoir vu les outils du sabotier, je parlais avec un sabotier, et puis à un moment, il me montre d'autres outils, il me dit sur le principe du couteau, ce qu'on appelle le paradou, qui fonctionne comme avec le système du levier, j'ai inventé d'autres outils. J'ai trouvé ça formidable, voilà. C'est ce qu'on appelle l'oubiaïs, c'est-à-dire celui qui a l'idée d'une invention. Une fabuleuse moisson de quelques 5000 objets rassemblés sur les 4 niveaux de l'ancienne filature transformée en musée par le département de l'Aveyron. 5000 acteurs pour rejouer sur cette vaste scène de 2000 mètres carrés le rôle des techniques, des métiers, des arts qui antan fut le leur au beau pays de Rouergue.
Jean Delmas a été leur premier coach. Comme toute troupe, celle des objets de salle à source a sa star, sa tête d'affiche. Voilà le fameux roudette qui est devenu l'emblème du musée. Alors son acquisition, c'est 1969 et il vient d'un des moulins de la Vialette dans la commune de Camjac. 51 ans après, retour au moulin de la Vialette, où est-ce qu'il en reste ? Alors il faut le dire, les moulins de la Vialette, très anciennement, avant la Révolution, dépendaient de l'abbaye de Bonnecombe. Il faut quand même, on le présente, puisque c'est devenu un emblème, à la verticale contre le mur, mais les roudettes, puisque c'est le nom technique, tournaient à l'horizontale. Ce sont des turbines, c'est l'ancêtre de nos turbines. Alors là, ce sont vraiment des vieux souvenirs qui remontent 50 ans. Et une expédition dans des conditions un peu incroyables. On était jeunes, il est vrai, à ce moment-là. C'était en décembre 69. Et j'ai démonté, après avoir négocié l'acquisition avec le propriétaire, j'ai démonté le roudette qui était au-dessous et qui entraînait les meules. Alors ce roudette était exceptionnel, j'en connaissais d'autres, mais celui-là avait un diamètre très important. Et donc sous la voûte, c'était dans la boue, j'ai scié les boulons, il y avait des boulons qui retenaient les deux disques du roudette, et puis j'ai démonté cheville après cheville, cuillère après cuillère, on disait l'eau esclope, c'était le terme qu'on employait. Il faisait terriblement froid, on ne parlait pas encore du réchauffement climatique, donc l'eau était glaciale. Je me souviens que j'avais les doigts qui étaient comme ça. Ma femme était avec moi, et pendant que je faisais ce démontage, elle remontait sur le plateau, à la Vialette, avec une cuillère sous chaque bras, et puis ainsi de suite. Elle redescendait, elle revenait charger. Quand j'ai eu terminé, évidemment, alors je lavais évidemment les cuillères dans la rivière, le Congorbe, parce qu'elles étaient remplies de boue, et il fallait les nettoyer, et puis éviter de s'alourdir de saleté. Et voilà, et puis à la fin de la journée, tout était transporté, mis dans la voiture, c'était une 2 chevaux, c'est quand même un souvenir, et je me demande si j'ai pas fait deux voyages. Il ne reste rien, enfin si, mais c'est de la ferraille. Alors qu'à l'époque, ce moulin avait son toit, son plancher. Le roi Roudet trône ici au centre de la brillante, de l'exceptionnelle cour de moulin qui, au fil des ans et des investigations menées à travers la campagne, s'est constituée autour de lui. Des moulins de toutes les époques, de tous les usages, à farine, à noix, à cidre, sans oublier les scieries, sans oublier les martinets. J'ai interrogé les derniers martinaires de Durfort. J'ai vu la dernière scie battante avec son toit de genêt dans les monts de la Cône. Bon, j'ai vu le dernier moulin à vent, j'ai vu le dernier tournal à Cressel, ainsi de suite. J'ai été le témoin de ces dernières choses. Et pas tout à fait par hasard, parce que je les ai cherchées. Et puis quand je suis repassé quelques années après, les martinets de Durfort ne tapent plus le cuivre, la scierie, il y a longtemps que maintenant qu'elle est arrêtée. Des moulins à vent, il n'y en a plus, sauf si on les reconstruit. Mais ce ne sont plus ceux d'origine. Il y a eu une rupture de tradition. C'est-à-dire que moi, quand j'ai enquêté sur les moulins à vent, j'ai trouvé des gens qui les avaient fait fonctionner et qui employaient les termes qu'il fallait. Donc pour moi, c'est très important. Pour son travail sur les moulins, Jean Delmas a trouvé un allié de poids, Jean-Pierre Azéma, spécialiste incontesté de tout ce qui tourne au fil de l'eau et au gré du vent. Le pain, à l'époque,
c'est l'alimentation de base. On ne se nourrit pas de viande, on mange beaucoup de légumineuses, mais surtout du pain, avec de la soupe, un peu d'huile quand on en a. Donc on est là au cœur de l'alimentation humaine en Occident. Et en fait, quand ça apparaît ici en Rouergue au IXe siècle, puisque les premières mentions de moulins dans la région de Saint-Léon ou de Conques sont du IXe siècle, ça modifie toute la perception de la société, des rapports de pouvoir et de l'économie. Jean-Pierre, nous sommes ici au Moulinet et c'est l'exemple parfait de moulin de subsistance. Comme beaucoup de moulins du Ségala, il a trois fonctions. Donc tout d'abord, il va être moulin à grains, la farine étant indispensable à l'alimentation quotidienne. On adjoindra ensuite un moulin à huile de noix principalement, parfois dans certaines régions de l'Aveyron, ça peut être huile de faine ou huile de noisette. L'huile servant à l'alimentation mais aussi à l'éclairage. L'huile noire de deuxième voire troisième pression servait à l'éclairage des maisons, le chalet. Et ensuite, au XIXe siècle, apparaîtront les scieries qui permettront d'obtenir des planches pour faire les meubles, les charpentes, les outils agricoles, les charrettes. Et tous ces métiers fonctionnent très très bien avec l'énergie hydraulique. Les souvenirs d'enfance, bon, comme il est vrai que j'avais l'habitation est dessus, et souvent j'entendais ce moulin que mon père faisait tourner, et comme un enchantement qui vous faisait une chanson en répétition, comme un refrain qui chante dans votre tête, quoi. Parce que le moulin, il n'a pas toujours la même, le même tic-tac. Alors à chaque fois qu'on l'ouvre, il a une consonance différente. C'est une question technique, c'est une question de vitesse de meule, c'est une question de farine qui s'écrase plus ou moins. Tout ça, hein. Comme je pensais que les anciens aussi, ils avaient des refrains, bon, qu'on disait un peu quoi. Le moulin, il disait mets-nous des blattes, mets-nous des blattes, mets-nous des blattes, amène du blé, amène du blé, amène du blé. Le mouvement est donné par ce fusoir, cet élément vertical, avec des arêtes ou ailettes. Dans les moulins traditionnels, donc, j'avais remarqué, ou dans un moulin, que les arêtes étaient de longueur inégale, elles étaient en métal. Et je me souviens avoir interrogé un agriculteur du coin qui amenait souvent avec sa charrette les sacs de blé au moulin pour le revenir avec la farine, c'était classique. Et je lui dis, mais pourquoi ils n'avaient pas dû faire en suffisance, pourquoi ont-ils mis des ailettes de longueur inégale? Il m'a dit, mais c'est simple. Dans le moulin traditionnel chez nous, c'était dans le Ségala, il y avait en fait deux moulins côte à côte, deux roudettes. Un pour le seigle et un pour le froment. C'était le seigle qui fonctionnait le plus souvent parce que le Ségala, comme son nom l'indique, est un pays de seigle. Et les ailettes n'étaient pas les mêmes suivant les fusoirs. Et le bruit n'était pas le même. On a toujours entendu parler du tic-tac ou du tric-trac du moulin. Alors il y avait un moulin qui disait « porte des blattes, porte des blattes, porte des blattes, porte des blattes » ou « porte des blattes, porte des blattes ». Bon. Et le voisin disait « Dunkebeng, Maikebeng, Dunkebeng, Maikebeng ». Vous voyez que le rythme n'est pas le même. Et le rythme était donné par ces ailettes, c'était ce bruit. Bon. Autrement dit, ce signal sonore remontait jusqu'en haut de la vallée. La vallée était comme une sorte de porte-voix qui s'évasait. Et l'agriculteur entendait. Il disait « Ah, il va attaquer le seigle. Il faut que j'y aille pour le seigle, ou le froment est disponible. Je peux y aller, voilà. » Alors c'était un signal qui se donnait comme ça et qui était connu tous les gens des environs. Alors j'ai interrogé. Quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a tellement amusé que j'ai essayé d'en savoir plus. Alors, dans le vallon, on me disait, le moulin, il dit pano, pano, ou pono, 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 ça veut dire vol, vol, vol. Et puis, dans un autre, bagliono daio, bagliono debi, disait le deuxième. S'il y avait un troisième moulin, ça arrivait souvent, c'était mai debi che daio. Voilà, avec le rythme différent. Et parfois c'est très drôle. Alors souvent quand je dis pano, pano, pan ou pono, pono, pon, ça veut dire vol, vol, vol. Parce que le moulin, le meunier a mauvaise réputation dans la tradition populaire. On lui reproche là, le coffrage, il est
il est honnête, si je puis dire. Il n'y a pas de recoin possible. Mais quand le coffrage est comme ici, en forme d'octogone, eh bien, il y a des angles morts. Et on accusait le meunier d'avoir des coffrages exprès sous cette forme, parce que quand le client était reparti, il disait, parce qu'on pesait un petit peu entre le grain et la farine, il y avait des différences. Il disait, ah, il y a des différences, parce que vous savez, la farine, elle vole. Alors, mais quand il était parti, on accusait le meunier de soulever le coffrage et de récupérer, évidemment, dans les recoins, un peu de farine. Mais cette tradition est très ancienne, ce soupçon de vol est très ancien. On le retrouve au Moyen-Âge et on le retrouve dans des papiers de la fin du XVIIIe et même au moment de la Révolution. On dit, le meunier, que cambio de moulinier, cambio pas de voilure. Le moulin, c'est aussi un espace de liberté? Ah, ben, toujours. Ça, je crois que tous ceux qui se sont intéressés au moulin vous le diront. Pourquoi? Parce que, d'abord, le moulin, il est loin de tout. Il échappe à toutes les surveillances. Le meunier, il est souvent braconnier. Il pêche sans demander d'autorisation, il chasse pareil. Il est loin de tous les contrôles. Vous comprenez que les gendarmes qui descendent au moulin de la Violette, ils ne le font pas plusieurs fois dans la semaine. Bon. Et puis, c'est aussi un lieu de liberté, parce que c'est le lieu où on peut parler, sans que personne trop vous surveille. Cette pièce s'appelle en français le fusoir ou le traquet. Mais en Languedoc, presque autant de meuniers, autant de noms. Vous avez l'Oufuge, Oufugel, la Bartavelle, l'Oubatarelle, vous avez l'Ougrapal. Enfin, il y a un certain nombre de noms comme ça. Dans les moulins, ça n'arrête pas de changer de nom. Ce qui montre d'ailleurs que ces noms qui appartiennent presque à un seul moulin, c'est leur marque, pas de fabrique, c'est leur marque familiale. Quel parla l'Occita, quel coneix le mot del Messier. Si vous ne parlez pas le mot, n'employez pas le mot technique, les gens sont gentils, ils sont accueillants, j'ai eu la chance à chaque fois, ils sont gentils, ben, ils ne vous le diront pas d'eux-mêmes. Mais si je leur dis, et così s'appelle à quel rodo? Ah, à quel rodo c'est à quel rodette. Vous voyez, le dialogue commence à s'engager et il m'emploie le terme qu'il faut. Et je les faisais répéter, je l'explique. Il y a des mots que je ne comprenais pas. Le mot a un avantage, et le mot occitan en particulier, puisque nous sommes en domaine occitan, de révéler quelque chose de précis. J'ai fait des études classiques, donc de latin et de grec. Hein. Et j'étais passionné par le latin et le grec, et les mots. J'ai eu la chance d'avoir un professeur fabuleux, qui nous faisait lire le latin dans le texte. J'ai vécu dans le Midi, j'ai vécu dans le Tarn, et j'étais au contact des gens, et là aussi, j'entendais parler patois. Et j'interrogeais, je demandais qu'on m'explique le sens des mots. Et chaque fois, je me disais, mais ça a un sens. Ça, dans le fond, je vais employer un terme qui ne convient peut-être pas, ça a sa noblesse, tout autant que le latin et le grec. Donc je me suis passionné pour la langue. Et puis, plus tard, je fais mes études, et j'entre à l'École nationale des Chartes. L'École nationale des Chartes, c'est le temple des sciences de l'histoire. C'est l'endroit où, plus qu'ailleurs, on cherche la vérité historique et les preuves de l'histoire. Les preuves. Bon, alors, on le cherche dans les textes qui ont été écrits, on le cherche dans mille choses, dans les institutions, dans le droit, mais on peut le chercher aussi dans les mots. Quand vous avez un texte occitan du XIVe siècle et qui vous parle de technique, c'est un document extraordinaire. Vous êtes très intéressé par le rapport entre le mot et l'objet. Absolument. Si on devait dire qu'on appartient à une école, ce serait celle-là d'abord. Au croqueur de mots qu'est Jean Delmas, les moulins aveyronnais ont apporté la friandise rare d'un nouveau joyau lexical venu du Moyen-Âge, tournal. Les tournals furent des moulins à aiguiser. Il en eut un à Creissel, dans le sud d'Aveyron, au pied des falaises du Larzac. Sa maquette est exposée au musée de Salles-la-Source.
Canteri pizzu e che ne riparan, me murieron a guardar un tropel d'avellos, las aneri guardar, e lucero candintreri vezzeri che mi mancava uno, l'aneri cerca e trapperi sellut che me la manzavo, lo stueri e ne facché un saval de burro blanco, i monteri de sus e vezzeri, lo pastre de Jérusalem che faceva de burre e de fromages. Voilà des bourgnons dans un tronc d'arbre. Oui. C'était, je pense, ça, on dirait que c'est un prunier qui n'est pas très gros, et l'essaim a dû se mettre dedans. Et voilà. À hauteur du croisillon. À hauteur du croisillon, pour que ça tienne. Ces bourgnons, quelquefois, posaient problème. Je parle de ce qui se faisait chez mes grands-parents à Belcastel. Lorsque les cochons sortaient, ils allaient se frotter contre le bourgnon. Et le bourgnon récoutait-les dans le Bartas. Et puis là, il y a un grand apiculteur qui est Monsieur Eraille de Millau. Que j'ai bien connu. Oui. Et qui avait une spécialité, sa femme en particulier, elle trouvait de suite la reine, quand on présente un cadre, elle trouvait de suite la... Il y a quelques personnes comme ça en Aveyron qui ont cette intuition, la reine, clac, elle est là. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est ces paillasses, avec le paillassou en dessus, ces ruches en paille. Comment faisait-on pour attraper un essaim? Un essaim, en principe, sort à partir de 10h jusqu'à 3h de l'après-midi, quand il y a du soleil. Et puis quand ça sort, on ne peut pas les retenir. Hein. Un essaim se pose s'il sort avec la vieille reine, ce qui est le principe général. Elle est un peu lourde. Elle se pose à 20 mètres ou 30 mètres, ou quelquefois un peu plus loin, du rucher, de la ruche. Alors, ce qui se faisait, je l'ai vu faire assez fréquemment, il fallait faire du bruit. Il fallait faire du bruit, on prenait une odalier, la lame d'une faux, et on criait « Pausavela, pausavela, alustalno, alustalno ». Voilà, c'était... Est-ce que ça avait une grande influence? Alors, moi, j'ai entendu une autre explication. C'est que celui qui capturait l'essaim, il en devenait propriétaire. Oui. Donc, en poursuivant l'essaim, on affirmait que, dans le fond... Qu'on était le propriétaire. On y avait droit. Il y avait aussi une autre tradition qui était associer les abeilles à des événements familiaux. Quand il y avait un mariage, je ne l'ai pas vu, mais on raconte que quand il y avait un mariage, on portait un morceau de fouasse sur la ruche. Quand il y avait une naissance, on mettait un ruban rose ou bleu accroché à une ruche. Par contre, quand il y avait un décès aussi, il fallait le dire aux abeilles. Et personnellement, on m'a demandé une fois d'aller dire aux abeilles que le patron était mort. Le patron, c'était mon oncle. Alors, il y avait une formule, on le dit en occitan. Alors, oui. Le mestre est mort. Non, le mestre s'est doisat mouri en azoture in autre mestre. Voilà, on le dit plusieurs fois autour des ruches. Voilà. Traduction. J'ai entendu dire... Traduction. Le maître est mort. Non, le maître s'est laissé mourir. C'est Daïssa Mouri. Oui, c'est Daïssa Mouri. Vous allez avoir un autre maître. Alors, voilà. Bon, Alors, ça veut dire
Une autre Mestre. Voilà. Et alors moi, j'ai entendu dire aussi autre chose, c'est que le jour des rameaux, on allait porter un petit rameau que l'on mettait au-dessus des ruches. Oui. C'est ça, hein, vous l'avez entendu. Oui. De même, il ne fallait pas dire des mots grossiers devant les ruches. Aujourd'hui, ce serait difficile de reconstituer ce type de ruche, parce que bien souvent, les ruches en bois sont parties au feu. Vous savez que c'est un bois qui brûle très bien, parce qu'il y a de la cire, et ça brûle très bien. Donc, ça a été recueilli comme il fallait. Ah oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en trouverait plus. même bouillère en agarda une troupette d'abeilles. La métaphore des abeilles pourrait s'appliquer à la création du musée. C'est tout un petit essaim aux compétences multiples mais à l'enthousiasme commun qui a butiné le patrimoine rouergat pour en fabriquer ce miel qui fait aujourd'hui les délices du visiteur. Outre celui d'Albert Bibal, plusieurs noms s'imposent à Jean Delmas. Je pense à un Robert Espinasse. Robert Espinasse, c'était quelqu'un qui était passionné par les machines agricoles. Il avait dans sa collection personnelle des batteuses, des locomobiles. Il avait même un bus parisien, c'est vous dire, bon, c'était assez remarquable. J'ai le souvenir d'une expédition dans le sud Aveyron où nous avons récupéré un bus en bois, avec toute sa carcasse en bois. C'était quand même extraordinaire. Il avait un camion on lui avait prêté avec un treuil. Donc on monte le bus sur le plateau du camion et nous voilà traversant le Larzac, descendant, il n'y avait pas le viaduc à l'époque, bon, je ne sais pas si on serait passé, descendant par Millau. Alors vous imaginez la traversée de Millau avec notre bus comme ça. Et puis c'était au mois de mai. Et puis les jours sont longs hein, à ce moment-là. Bon. Et il y avait une prairie avec des narcisses. Et je me souviens, nous nous sommes arrêtés au bord de la route et nous avons cueilli des narcisses. Mais j'ai d'autres exemples comme ça, de gens vraiment qui se sont investis. Même si je prends le cas de quelqu'un qui a travaillé pour le musée, qui est Serge Faury. Serge Faury, c'est l'auteur de la plupart des modèles réduits que vous voyez, qui sont excellents. Au fil de laine de Salle Corbatier, tournent encore pour le fun des nouveaux propriétaires, Jean-Michel et Chantal Malan, de vieilles machines dont les sœurs qui œuvrèrent à l'ancienne filature de Salle-la-Source sont maintenant à la retraite et ont tout naturellement trouvé leur place dans le musée qui est devenu l'ancienne filature. Toute une riche collection de métiers à tisser, avec, trouvé par hasard, dans un hameau du Ségala, à la carriérie de 15, chez Louis Foucras, un joyau rustique. On va dans la maison vieille, il habitait la maison neuve qu'il avait fait construire, ou que son fils avait fait construire, il avait la maison vieille qui n'était pas habitée et qui servait un peu de débarras. Et alors ce qui est formidable, ces maisons vieilles du Ségala, c'était à cette époque-là, c'était de véritables petits musées. Donc il me dit, ah, là il y a les pommes de terre. Alors il y avait cette pièce de bois qui retenait les pommes de terre. Et puis l'ourdissoir, c'est cette pièce qui est derrière avec les chevilles, ça servait un élément servait de porte-manteau. Tout était en pièces détachées. Alors il m'indique les choses et puis après il me dit, bon voilà, je vous le cède et puis débrouillez-vous. Je lui ai envoyé une photo de ce que j'avais remonté. Et j'ai gardé sa lettre parce qu'on avait des relations amicales entre nous. Il me dit, c'est exactement comme il était.
Ici, le moindre des objets inspira sa chanson à Jean Delmas. Cette chaîne a une longue histoire à raconter, une histoire qui n'est pas nécessairement paisible. Pourquoi existait-elle? Parce qu'au port de Vieillevie, on disait le port de Vieillevie, et on y accrochait les barques. Et on y accrochait les barques au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, la nuit, pour empêcher la contrebande du sel. Alors pourquoi la contrebande du sel? Parce que le Lot, en aval d'Entrailles, sur une portion qui n'allait pas très loin jusqu'au confluent du Dourdou, le Lot séparait les pays du sel du Poitou, qui était un sel teinté, je dis rouge ou noir comme on voudra, et le sel de la Méditerranée, côté Rouergue, qui était blanc. Alors le sel blanc était bien meilleur de qualité, bon, mais il était plus cher. D'où une contrebande qui s'était installée, de gens qui faisaient venir, mais de nuit, en traversant le Lot, du sel du Poitou pour leurs bêtes, aussi bien pour leur charcuterie ou pour leur fromage. Mais c'était interdit. Donc il y avait des gardes tout le long de la rivière, enfin tout le long de la rivière, n'exagérons pas, il y avait des postes de garde et qui arrêtaient évidemment les contrebandiers. Pour empêcher la contrebande, on avait mis une immense chaîne, celle-là, à laquelle les gens qui avaient des barques étaient obligés de les accrocher, de les attacher. Des barques comme celle-là étaient obligés de les attacher. Voilà la raison de cette chaîne. Et c'est l'authentique chaîne. Et c'est l'authentique chaîne, oui, ça on l'a pas faite pour la circonstance. Non, non, elle est de Montarnal. Aucune limite à l'enthousiasme de Jean Delmas dans sa quête du patrimoine rouergat. Profitant de l'espace confortable qu'offre d'anciennes filatures, il y fait entrer de véritables mastodontes. Alors ce pressoir qui est énorme, hein, qui était vraiment un monument, c'était le pressoir le plus courant que l'on trouvait en Rouergue autrefois. Et y compris d'ailleurs pour des petites exploitations viticoles. Celui-là, il vient de Figeaguet. Là où il était, il tenait entre les quatre murs. La bâtisse n'était pas plus grande à peine plus grande que le pressoir. Et donc il a fallu quelqu'un qui sache vraiment manœuvrer, le démonter et le sortir sans démolir la bâtisse. On appelle ça des pressoirs long point. Celui-là est intéressant parce qu'il porte 3 dates. La plus ancienne est sur le sommet supérieur, 1770. Puis le sommet inférieur, 1833. Et la vis, 1861. Donc on a 3 dates qui montrent que ces monuments étaient régulièrement réparés, restaurés. Quand on voit la vis, on dit c'est la vis qui va faire la pression. Pas du tout. La vis sert en fait à manœuvrer la grande poutre supérieure et c'est le poids de la poutre supérieure qui fait la pression sur les raisins qui sont sur ce plateau qu'on appelle la match, la mets en français. Ici, il y a une variété de pressoirs, de types de pressoirs. Je ne dis pas qu'elle est exceptionnelle, mais on a pu rassembler tant de types parce qu'on disposait de ces magnifiques locaux. Celui-là me touche particulièrement. Je n'ai pas le plus beau, mais sur le plan du lien entre le mot et la chose, c'est un des plus intéressants, car son nom, c'est l'Outruel. Et le truel, si on décompose le mot, c'est le mot frère de treuil français. Le treuil français n'est pas un pressoir. Chez nous, le truel, c'est un pressoir.
À partir du treuil sur lequel s'enroule une corde, vous abaissez une poutre. Donc voilà le truel et l'explication du nom. Ces outils chantent la chanson du temps où les enfants partaient à l'école les poches pleines de châtaignes bouillies, la chanson de cette époque qui n'est pas si lointaine, où on faisait sécher les châtaignes des jours durant à petit feu sur des claies dans les sécadous. Il fallait ensuite les débarrasser de leur peau. Première peau, on utilise le bourgneau ou la bourgnac. On pile, la châtaigne est sèche et dure comme un caillou, donc elle résiste. Deuxième opération, il faut enlever la seconde peau, qui est la peau un peu âpre que l'on a si jamais on l'appelle mal. On utilise ces sortes de nasses en osier ou plutôt en châtaignier, en écorce de châtaignier, qu'on appelle d'un très joli nom qui est la debregodouro ou la bregodouro, c'est-à-dire l'instrument qui sert à briser la deuxième peau. Très utiles, ces chaussures à pointe pour disputer l'épreuve du décortiquage des bogues. Mais peut-être la plus belle, c'est celle-là. Cette machine, avec ses roues de bois, avec ce cylindre, elle est très élaborée, très calculée. Là, vous en avez une, alors on ne la voit pas dans le bon sens, mais si je vous le fais rouler, vous verrez mieux. C'est un fond de tonneau ou de barrique avec des clous. Ce sont tous des clous forgés à la main. C'est donc quelque chose de très ancien, ça vient de Belcastel. Tout le sud du Massif central, les Cévennes, le Rouergue et même en remontant vers le Cantal et même la Corrèze, oui, c'est une civilisation de la châtaigne. Ça a été j'allais dire, l'aliment de base, hein, finalement, à une certaine époque. Les récoltes de blé ou de céréales, ça dépendait vraiment des saisons et des années et de la météorologie. La châtaigne arrivait et puis elle se conservait. Et même quand après on a abandonné la châtaigne du fait de la maladie de l'encre ou des défrichements ou d'abattage de châtaigniers, on a continué de ramasser les châtaignes pour les porcs. Morissette et Pierre Tauriac, agriculteurs au Perrier de Broquiès, ne donnent pas leurs châtaignes aux cochons. Dans les années 1990, à la faveur d'une incitation de la Chambre d'agriculture, ils ont fait aménager au bulldozer 2 hectares de terrasses sur un versant de la vallée du Tarn. Et ils y ont planté des châtaigniers qui sont en pleine production aujourd'hui. C'est un coup de cœur qui est venu un petit peu colmater la plaie de l'arrachage de la vigne. Bon, j'ai été contraint à arracher ou à abandonner comme tout le monde, vu que le vin que nous faisions ne trouvait plus preneur. La châtaignerie en fait est arrivée à point pour, quelque part, pour m'offrir l'espèce de rédemption de racheter le remords d'arracher la vigne. Voilà, c'était un petit peu ça. Là où nous sommes, c'est une châtaignerie qui était une vieille châtaignerie, qui n'était pas vraiment abandonnée. Donc mon idée, oui, c'était quelque part comme rétablir un lien avec les générations passées aussi, oui. Qui avaient vécu de ça, oui, c'était rétablir un lien avec, disons, avec la mémoire de nos anciens qui avaient vécu sur ces terres. C'est passionnant. Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'on s'inscrit dans quelque chose de long. Le temps des arbres, c'est pas le temps des hommes. Et je sais bien qu'ils dureront bien plus que moi, si le changement climatique n'en vient pas ou quoi. Bon, mais ça, c'était l'autre histoire. Mais bon, c'est aussi une réalité à prendre en compte. À tel point que maintenant, quand on va greffer des arbres jeunes, bon, il y a toujours quelques défaillances.
on va le faire avec des variétés anciennes qui, par exemple, des années comme celle-ci ou l'an dernier, n'ont pas grillé au mois d'août, qui ont gardé leur brogue, qui ont gardé leurs feuilles. Leurs châtaignes, Morissette et Pierre les vendent à des commerçants locaux, à des primeurs qui font du demi-gros, à un expéditeur de l'Ardèche. Ils les font transformer en crème de marron bio. On vend aussi à des particuliers qui viennent chercher un petit peu à la maison. C'est des petits débouchés par quantité, mais c'est grand par les relations. Je rends hommage à M. Delmas, à Jean Delmas, pour le travail qu'il a fait au musée de Salles-la-Source autour de la châtaigne et des équipements qui permettaient de s'en occuper. Ce travail prend tout son sens dans la mesure où maintenant on est capable on peut lui donner un prolongement, lui donner une autre vie. Et c'est ce que nous faisons ici. Et Pierre Tauriat plante des châtaigniers. Voilà, et alors donc, ça c'est encore un bel exemple. Je ne sais pas s'il s'inspire du musée, mais il le fait, et il a raison, parce que d'abord c'est un très bel arbre, le châtaignier, qui a une histoire formidable. Une grande partie de la tonnellerie avéronaise était en châtaignier. Et puis la châtaigne, ça a été ce qui a nourri les gens pendant, et évité les famines. S'il y a quasiment plus de famine sous l'Ancien Régime à partir du XVIe, c'est parce que le châtaignier est répandu et cultivé. Bien que sa ferme ne soit guère à plus d'une vingtaine de kilomètres de là, Gilbert Espinasse n'avait jamais visité le musée de Salles-la-Source. Oui, Ouais. une belle collection là. Dans le Ségala, quand le timon est très court, c'est l'oucombette. À Lucombé. Et quand le timon est long pour le cos, c'est la combette. Et moi, Le féminin est plus grand que le masculin. on m'avait dit que le combet, ça venait de l'arère qui servait à labourer pour produire le chanvre. Non. C'est peut-être Alors pas vrai. moi ce que j'ai entendu, C'est peut-être pas vrai. c'est que la combe, c'est la cambe en fait, c'est la jambe. Je ne me suis jamais servi de ces appareils-là. Bien sûr, l'avant mais ni même de tout ceci, jusque seulement, j'ai utilisé le Brabant seulement, quand j'étais jeune. Tout cela, Alors, mais j'ai vu un voisin qui labourait encore, je pense, avec ce genre. C'est ça la bravade. Ça c'est le, Avec c'est une le, bravanette, on appelait ça c'est le principe. Non, c'est le principe de la dombale. Alors là, maintenant, là, dans ce domaine-là, je suis plus compétent, puisque quand j'étais jeune, je l'ai utilisé avec des bœufs devant qui tiraient ou des chevaux. Et tout le jour, il fallait se promener, suivre derrière les bœufs, là-haut, pas nonchalant. Et voilà, et on labourait un peu, bien sûr. Quand il y avait de la terre suffisamment, c'était pas trop difficile. Mais dans mon pays, je suis dans un pays accidenté, très maigre. Quand il y avait très peu de terre et que les bœufs partaient un peu plus vite, puisqu'on ne labourait pas profond, ça faisait moins de tirage, sitôt qu'ils accrochaient la roche, le Brabant se mettait à sauter, et parfois, hop, il se renversait. Seulement dans un terrain comme ça, quand ça se renverse, ça fait un tour, presque parfois deux. Et après, il fallait le relever. Alors là, c'était vraiment pénible pour moi, ça, quand il fallait relever cet engin-là. Oh. Sinon, quand le terrain était valable, était bon, à peu près plat, ça marchait tranquillement, mais il n'y avait pas de truc particulier. Il fallait régler le tirage devant, là, selon que... Pas comme ça, là, il fallait mettre là. Et alors pourquoi ce système comme de crémaillère? C'était pour prendre plus ou moins large. Je suis émerveillé par cette panoplie aussi large d'appareils pour
travailler le sol. Ah, ben ça me rappelle ma jeunesse, ça, mon enfance. Ma jeunesse, un temps vraiment très différent de celui que nous vivons aujourd'hui. On n'avait pas tout ce que l'on possède aujourd'hui comme possession matérielle, mais on avait autre chose, que nous avons perdu quand même, je trouve. Cet abreuvoir a été récupéré en 1972. Il fait 4,50 m. Et là, je l'ai découvert par hasard, en me promenant sur l'Aubrac. Je l'ai vu, il était entre deux pâturages avec des blocs, des prismes de basalte de part et d'autre. Sur un côté, il se dégradait complètement. Il y avait des belles vaches d'Aubrac qui buvaient là-dedans. Et j'ai retrouvé le propriétaire qui était M. Paul Niel à Olos. Alors j'ai négocié la chose avec lui. L'idée de muser, de le conserver, lui a plu. Je sentais là vraiment qu'il était sensible à mon intérêt, à ma demande. Je considère que c'est un don. Mais quand même, en contrepartie, il fallait qu'il y ait un petit geste. Et j'ai apporté, en échange, si je puis dire, 2 abreuvoirs de ciment. Alors, le jour où nous arrivons avec notre camion, il était encore plein d'eau. Il pesait un poids affreux. On le charge et nous voilà de retour à Rodez. Où le mettre? Je n'avais comme local disponible que celui des archives. Il était hors de question, d'abord je n'aurais pas pu le rentrer, de le mettre. Je me suis dit, il a été à la pluie et au vent, on peut le mettre dans la cour des archives et on verra bien. Alors, que dire de celui-ci? D'abord, c'est un châtaignier, probablement qui a 200 ans, au moins 200 ans, et qui, d'après ce que l'on pouvait calculer, avait été fait avant la Révolution. Donc on avait, ou peut-être ça remonte encore au temps de la Domerie d'Aubrac, ça vous donne quelque chose, d'une idée. Donc on a 400 ans d'histoire avec ces abreuvoirs. En Languedoc, on dit lounauk, c'est le terme qu'on emploie pour les abreuvoirs. Quand on passe au nombre de vaches comme vu là-dedans. Ouh! Eh oui, c'est émouvant de penser que autant de vaches sont venues s'abreuver là-dedans. Mais j'en connaissais des abreuvoirs pas aussi grands ailleurs, ils ont tous péri au bout d'un certain temps. Là, encore une fois, je me répète, mais d'être dans un musée, ça l'a sauvé. Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça? Qu'est-ce que vous diriez en faisant votre bilan? Alors, si je peux faire le bilan, d'abord, ça m'a valu un enracinement en Aveyron dans un pays que j'aime. Alors ça, c'est formidable, de se retrouver à l'aise et heureux dans un paysage, dans un pays, dans une culture, dans une langue. Voilà, bon. Et aujourd'hui dans la neige? Et aujourd'hui dans la neige, exactement. Et c'est un véritable bonheur, finalement. Les neiges de l'Aubrac ont encore réservé une jolie surprise à Jean Delmas. Elle s'appelle l'ISO, une rencontre rare de celles qui rendent un chercheur fou de joie. Ah, on est fou de joie parce que tout d'un coup, j'avais vu la mention de la Lige dans des documents du XIVe siècle, et tout d'un coup, je vois le XIVe siècle devant moi. Voilà, alors effectivement, c'est formidable. Tout d'un coup, on fait le lien. C'est ici, dans cette ferme au hameau des Serres, sur la commune de Condom-d'Aubrac, qu'a eu lieu la belle découverte. Jean Delmas a convaincu les fermiers de laisser l'ISO entrer au musée de Salle-la-Source.
l'Iso de l'Aubrac, la voici, insolite traîneau rustique au rayon des chars et des charrettes. Ce traîneau a été trouvé dans les environs de Condon-de-l'Aubrac, à un endroit où il y avait d'ailleurs 2 traîneaux. Un pour le transport des personnes et l'autre, celui-ci, pour les pommes de terre, pour éventuellement le fumier. Dans le fond, il faisait office de tombereau, mais un tombereau qui ne bascule pas, qui servait pour toutes les matières. Il y en avait beaucoup autrefois, et quand on regarde les documents qui concernent l'ancienne domerie d'Aubrac, on s'aperçoit que dans la région, dans l'Aubrac, il y avait des traîneaux de ce genre. Des fois, on allait à la messe jusqu'à Saint-Chély en traîneau. Ah oui. Quand il y avait de la neige, quand on ne pouvait pas rouler en voiture. Ah bon. Parce qu'il n'y avait pas de chasse-neige à l'époque. En 60, il n'y avait pas de chasse-neige encore. Et après, c'est arrivé assez vite le chasse-neige. Le chasse-neige, c'était les ponts et chaussées qui nous ouvraient. Il y en avait d'autres traîneaux dans le coin? Tout le monde en avait? Ah oui. Bon. Ceux qui avaient des juments. Tous ceux qui avaient des juments. Ceux qui avaient des chevaux, des juments, avaient un traîneau. Le plus désagréable, quand on était sur le traîneau, c'était surtout ceux qui étaient devant. Ils attrapaient le vent. Non, oui. Les juments étaient ferrés à l'époque. Ah bon? Alors la neige avait tendance à se coller au sabot, et de temps en temps, elle nous les envoyait en pleine figure. Ah, d'accord. Ça, c'était... On appelait ça la galoche. Après, quand c'était pour l'usage sur patin, pour sortir le fumier, surtout l'hiver, ça servait à ce... On appelait ça la match, parce que ça ressemblait à une match. Comme le pétrin. Voilà. Et quand il y avait de la neige, des fois, on était obligé de mettre une jument devant les bœufs. Oui, d'accord. Parce que les bœufs peinaient quand il y avait de la neige, 50 ou 60 cm de neige, plus le poids de l'engin et le fumier qu'on y mettait dedans. Surtout que mon beau-père économisait les bœufs. Et il mettait la jument devant. Et le fumier, on était obligé de l'évacuer tous les jours. Et oui, pour évacuer les tables. Évacuer les tables, et on ne voulait pas se laisser déborder par l'accumulation. Et alors vous le mettiez en tas à côté? Ah non, on allait dans les prés. Le répandre dans les prés, malgré la neige? Mais la match, c'était commode. On ouvrait la porte et ça se déchargeait tout ça. Après, on grattait, puis voilà. Vous n'avez pas des souvenirs, vous? Si, allez, en même temps, je me rappelle. Et alors? Mais la match, on s'en est servi la dernière année. C'est l'année où notre fils, qui vous a reçu, est né. Oui. C'était en 62. La neige est tombée le jour de sa naissance, le 16 novembre, et elle n'est repartie qu'au mois d'avril. Il y avait 70 cm de neige. On l'a gardé tout l'hiver, tout l'hiver, tout l'hiver. Quel effet ça vous fait aujourd'hui où les gens ont des 4x4, ont des tracteurs, Comment vous réagissez face à ça? Je pense que si les générations à venir voient autant de changements que nous avons vus, je ne sais pas comment ça va être. Je me le demande. Quand vous en parlez, Jean Delmas, on a l'impression que vous avez utilisé ces traîneaux, on a l'impression que vous êtes dessus, en train de... Peut-être pas à ce point, mais vous savez, quand on se passionne pour quelque chose, il faut le faire. Vous savez, c'était quelqu'un qui disait si je veux être accepté dans un pays, il faut que je parle sa langue. Eh bien, moi, j'essaie de parler la langue de ceux qui l'ont utilisée. Et la langue, c'est pas seulement des mots, c'est une affectivité que l'on met. Donc, j'y mets une affectivité. C'est un peu comme si, effectivement, j'y avais été. Et j'aimerais d'ailleurs, mon rêve serait qu'un jour, un jour de neige, je puisse me déplacer, tiré évidemment par un mulet, je puisse me déplacer sur ce traîneau. Alors là, je plongerai plusieurs centaines de siècles en arrière. Jean Delmas qui fait chanter les objets, les milliers d'objets avec lesquels a pu être composée au musée de Salles-la-Source une magnifique symphonie en hommage au patrimoine rouergat.